Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy S7 Edge, un mobile qui a été officialisé et lancé en mars 2016. On est en avril 2017 lorsque je fais cette vidéo, donc oui, je suis très en retard pour le test. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, puisque justement ça va nous permettre de nous attarder sur un mobile qui est devenu une très bonne affaire. Alors, je le rappelle, lorsque ce téléphone a été commercialisé pour la première fois, il a été vendu au prix maximum conseillé de 799 euros. Désormais, on est en avril 2017, je le rappelle, au moment auquel je fais cette vidéo, et bien ce téléphone, on arrive à le retrouver entre 450 et 500 euros. Donc finalement, un prix clairement à la baisse pour un téléphone qui reste toujours aussi sympathique, voire même plus. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis tout au long de cette vidéo. Un téléphone donc très sympathique à un prix qui reste donc, en tout cas qui devient plus attractif. Et ça, alors que le S8 et le S8 Plus viennent d'être annoncés et vont être lancés dans les quelques jours qui viennent au moment, encore je le rappelle, au moment auquel je fais cette vidéo. On est mi-avril lorsque je fais cette vidéo. Le Samsung Galaxy S7, donc vous l'avez compris, pour moi, c'est un bon plan. C'est clairement un bon plan. Alors oui, il y a un petit budget, 450 à 500 euros, c'est clair, c'est pas anodin, mais ça reste un bon plan parce que ce téléphone en offre beaucoup finalement. C'est un ultra haut de gamme, je le rappelle. Alors, ce téléphone, on va faire le tour du propriétaire. Certes, oui, de nombreux testeurs vous l'ont déjà présenté. Ça ne va pas m'empêcher de vous le présenter encore. Donc, vous allez peut-être pouvoir justement m'accompagner pendant les quelques dizaines de minutes qui viennent pour regarder ce test. On est en face d'un téléphone qui présente très bien. On est en face d'un téléphone qui a cette particularité par rapport au S7 tout court d'avoir un écran courbe, puisqu'on le voit ici, cet écran n'est pas juste un effet de style, hein. Il y a bien l'affichage qui va sur les côtés. Donc c'est la particularité des mobiles Edge chez Samsung, c'est qu'ils ont un écran courbe, et c'est pas que du design, parce que l'écran, l'affichage va vraiment sur les côtés. Ça peut être un bon point, ça peut être un mauvais point, ça dépend de l'usage et ça dépend de l'utilisateur. Ça, bien sûr, on y reviendra dans la vidéo. On va en reparler. Alors, le téléphone présente très bien. Clairement, il a un look très très étudié. Moi, je le trouve très beau. Forcément, on est sur de l'ultra haut de gamme, ça claque, c'est sympa. C'est vraiment un design très abouti. Niveau de finition exemplaire, rigidité exemplaire. On est sur un téléphone, bah voilà, qui respire le haut de gamme. C'est vraiment du top, quoi. C'est du top. Alors, si on fait le tour du propriétaire sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, ce cadre métallique, justement, et avec l'effet courbe de l'écran que l'on distingue ici. Donc, sur le côté gauche, le bouton de contrôle de volume plus-moins qui sont, vous le voyez, tous les deux distinctement séparés. Sur le dessus du mobile, on retrouve donc des champs ici, freins qui sont faits pour séparer les éléments métal pour éviter justement d'avoir des problèmes d'antenne. On retrouve ici le slot pour la carte SIM, format nano, et le slot pour la carte micro SD. C'est le même slot, hein, c'est un double slot, voilà, vous pouvez glisser votre micro SD à côté de votre nano SIM. L'entrée micro secondaire est ici. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, donc allumer et éteindre. Sur le bas du mobile, la tranche inférieure basse du mobile, on retrouve le jack 3.5, l'entrée micro primaire, la grille du haut-parleur qui est bien là, donc haut-parleur sur la tranche inférieure basse qui est mono, et on retrouve également le connecteur micro USB classique, par opposition donc à la nouvelle génération de Samsung S, S8, S Plus, qui eux ont de l'USB-C. À l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le capteur photo dorsal, lequel présente une très très légère excroissance. C'est quand même moins affirmé, c'est quand même moins conséquent à mon avis que le S6, mais il y a quand même une petite excroissance, et notamment le capteur photo est protégé par un tout petit retour de carrosserie pour éviter justement que le capteur, lorsque vous le posez sur une table comme ça, ne se raye trop vite. Voilà, donc il y a ce petit anneau métallique qui vient entourer la vitre du capteur dorsal. On retrouve également ici un capteur cardiaque et on retrouve un flash LED. À l'arrière du mobile, on retrouve une vitre, donc le dos du mobile est en verre comme la face avant, et les deux vitres qui équipent ce mobile, donc arrière et face avant, sont des Corning Gorilla 4. Le Samsung Galaxy S8, lui, est un Corning Gorilla 5, mais on est sur du Corning Gorilla 4 qui est résistant à la rayure, théoriquement résistant à la casse, mais franchement, si ce téléphone tombe par terre, vous allez voir, ça va cristalliser direct. Donc c'est pas une bonne chose, comme tous les téléphones de cette catégorie-là. De toute façon, on ne laisse pas tomber un téléphone qui vaut plus de 400 euros par terre, ça serait quand même assez ridicule. Donc il faut être attentif, il faut être vigilant malgré tout. C'est un téléphone qui est résistant, mais on ne peut pas non plus lui demander de résister à la chute et de sortir indemne. C'est un téléphone qui présente une particularité supplémentaire. Outre son design, sa rigidité, tout ça c'est beau, c'est classe, c'est sympa, eh bien ce téléphone est étanche. Il est normé IP68 et il n'y a pas besoin de fermer des trappes ou autre. Le téléphone est normé IP68 d'office. Alors si vous fermez bien le slot avec les cartes aussi micro SD, eh bien tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc
IP68, ça veut dire que vous pouvez le jeter entre guillemets au fond d'une piscine, à peu près, et le récupérer sans craindre qu'il se noie, sans craindre de le voir bien mourir tout simplement à cause de l'eau. Par contre, si vous le jetez par terre, je le rappelle, ça casse, ça serait dommage. Le téléphone possède une face avant qui est optimisée. Alors j'ai bien envie de l'indiquer ce point parce que c'est un téléphone qui n'a pas le niveau d'optimisation de la nouvelle génération. Le S8 et S8 Plus sont encore plus optimisés en termes d'encombrement d'écran. Mais on est sur un téléphone qui possède un ratio de 76% d'occupation de la face avant par l'écran. Donc c'est très bon, ça veut dire qu'en fait, voilà, Samsung a fait du travail, Samsung a optimisé la face avant. Alors sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, on retrouve deux touches ici qui sont sensitives de part et d'autre du bouton physique, qui lui disparaît d'ailleurs sur la nouvelle gamme S8. Donc on a un bouton ici retour rétroéclairé, un bouton multitâche notamment qui permet de faire le multi-fenêtre comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, qui est également rétroéclairé, le bouton accueil qui sert aussi de capteur d'empreinte digitale, qui est un bouton physique, l'écran donc, au-dessus on retrouve l'écouteur, le marquage Samsung, le capteur photo frontal sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et du capteur de luminosité et de proximité. Et comme l'écran est courbe, eh bien, il y a une petite note nouvelle par rapport au S7 tout court, c'est cette fameuse barre de raccourci que l'on retrouve sur le côté droit de l'écran. Alors justement, vous voyez, je ne suis pas hyper habitué, je ne suis pas hyper agile avec, mais bon, il suffit de prendre le coup, vous voyez, hop, et on arrive à sortir cette barre de raccourci supplémentaire qui est paramétrable. Et je reviendrai sur cette dernière lorsque je parlerai de la surcouche. Enfin, j'essaierai de revenir sur cette dernière sans l'oublier. Le design, très sympa. Bon voilà, je vous en ai dit beaucoup, j'ai pas donné les dimensions, je vais vous les donner tout de suite avant que ça me sorte de l'esprit. 15,1 cm de long, 7,3 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 157 grammes, ce qui est dans la bonne norme. Rien de très étonnant là-dessus. Donc on est sur un téléphone dont le design est clairement l'un des nombreux bons points. Autre bon point, c'est l'image. Alors l'image de ce téléphone, eh bien on est sur un écran qui est un écran 2K. Alors précision, alors 2K, Quad HD, alors pour être vraiment très précis, hein, c'est 2560 pixels par 1440 pixels. Donc un écran 2K. On est sur un écran qui fait 5,5 pouces de diagonale, c'est un écran Super AMOLED, donc c'est la technologie maison de Samsung, et une densité très élevée de 534 pixels par pouce. Donc l'image est nette, l'image est fluide bien sûr aussi, forcément parce que là on est sur un téléphone qui est une bête de course, mais déjà revenons-en donc à la qualité de l'image, à la qualité du son. Alors pour le son, je vais y revenir aussi d'ici quelques instants. Le son est procuré par le haut-parleur qui est ici, hein, je vous le rappelle, sur la tranche inférieure, ou le jack, ou l'écouteur, ou le Bluetooth. Donc vous avez tous les moyens habituels pour avoir du son. Téléphone qui a donc une très très belle image. C'est l'effet cinéma. On est clairement sur un téléphone qui fait effet cinéma. C'est son but. Voilà, c'est de vous offrir une image qui claque, une image qui va vous en mettre plein les yeux. Donc on a plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone. C'est un plaisir. Alors comme je vous le disais, le son. Eh bien le son procuré par le haut-parleur est très puissant. Alors il est très puissant dans le sens où vous avez, je mettrai probablement une petite incrustation ici, vous avez un son qui, lorsqu'il sort du haut-parleur, est un son qui va jusqu'à plus de 100 décibels, 110 voire même 120. Donc on est sur un son haut-parleur à la sortie qui est très élevé. 30 cm, on reste encore au-dessus des 80 décibels. Donc c'est un téléphone qui envoie du son puissant et qui envoie du son qui reste malgré tout cristallin. C'est une bonne note et c'est pas une mince affaire que d'avoir un son puissant et qui reste malgré tout clair, compréhensible entre les aigus, les moyens, les graves et les basses. Alors il n'y a pas trop de basses non plus, il ne faut pas trop en demander, mais en tout cas ça reste distinct. On arrive à distinguer un son qui est propre. Voilà. Donc là j'aurais probablement déjà mis une annotation avec la notion de puissance sonore, hein, donc on arrive à accrocher les 110 décibels voire même 120 décibels. Et pour revenir à la qualité d'image, on est sur une image qui peut être très lumineuse. Alors là je suis à peu près à 2 tiers, 3 quarts de la puissance lumineuse de ce téléphone pour le besoin de la vidéo. Hein. Normalement, vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi fort, mais c'est simplement parce qu'il y a des parapluies photo, là, vous le savez, conditions de tournage qui éclairent très fort, donc je suis obligé de contrebalancer pour vous donner une image qui reste propre et lisible. Eh bien, lorsque vous réglez ce niveau de luminosité, alors il est gérable aussi en automatique, hein, je vous le rappelle, eh bien vous avez ici un écran qui est capable de dépasser les 600 nits, les 600 candela par mètre carré. Donc c'est une très bonne note, ça veut dire que quand vous êtes au soleil, quand vous êtes en exposition soleil, eh bien vous avez ici un téléphone qui est capable de rester lisible malgré la forte lumière du soleil. Alors il ne faut pas non plus trop en demander, hein, si vous regardez le soleil en plein dedans, forcément à un moment donné il y a des limites technologiques,
mais c'est un téléphone qui a une image qui peut, en fonction de ce que vous voulez, être très lumineuse. Alors je vous ai parlé de la résolution, il y a un petit truc sur lequel j'ai envie de revenir aussi, mais là qui est plus dans la notion de surcouche, mais ça va me permettre justement de rebondir sur cette notion de résolution. Cette résolution, vous pouvez la modifier, vous pouvez la choisir. Vous pouvez choisir d'avoir cette résolution soit du WQHD, donc Wide Quarter HD. Donc c'est une résolution de 2560 pixels par 1440 pixels, je le rappelle. Soit vous trouvez que cette résolution est trop élevée et n'a pas d'intérêt pour vous, et vous pouvez passer en Full HD 1080p classique, et ou vous pouvez passer en HD Ready 720p. Alors l'avantage de ça, c'est tout simplement que ça consomme moins d'énergie. Moins justement il y a de pixels à afficher, moins le téléphone est sollicité notamment au niveau de l'écran et au niveau des performances. Et donc le téléphone permet d'avoir une meilleure autonomie si vous basculez sur des affichages qui sont moindres. Après d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ce que l'on va faire avec un téléphone qui est là pour en donner plein les yeux? Bon, c'est à vous de voir, hein. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un écran de 4, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, ça c'est à vous de me le mettre dans les commentaires. Mais bon, moi j'aime bien les beaux écrans et donc c'est pour ça que je le laisse toujours en 2K, en Quad HD, avec un grand Q, un WQHD, vous l'avez vu. Voilà, donc une très très belle qualité d'image, une très bonne qualité de son, une image très nette, enfin etc. etc. Vous m'avez compris. Au niveau des performances de ce téléphone, alors on est sur une bête de course. Alors oui, en 2016, fin 2016, même début 2017, on a vu des bêtes de course arriver avec des 6 Go de RAM, avec des scores en tout à plus de 150 000 points. On a vu des trucs colossaux. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin sur un smartphone? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Je ne trouve pas. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir une débauche de puissance sur des ultra haut de gamme, mais ce téléphone est capable de tout faire fonctionner aujourd'hui sans aucune limitation, même les plus gros jeux 3D. Je reviendrai sur cette notion-là, mais on est sur un téléphone qui fait 130 000 points en tout, même qui dépasse les 130 000 points en tout. C'est une bête de course. C'est clairement une bête de course et aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas une grosse application, il n'y a pas un gros jeu 3D. Vous pouvez faire du multitâche, vous pouvez faire du multi-fenêtre comme je vous le montrerai tout à l'heure. Ça tourne très bien. Il n'y a rien aujourd'hui, même je pense dans les 2 années qui viennent, qui seront, genre je sais pas, des applications et des jeux qui seront suffisamment gourmands pour mettre le téléphone sur les genoux. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Donc aujourd'hui, tous les gros jeux 3D tournent sur ce téléphone, et c'est parce que, eh bien, ce téléphone a des composants qui sont des gros composants, des composants de haut de gamme. On est sur un processeur qui est un processeur 8 cœurs, technologie Big Little. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a 8 cœurs, mais que les 8 ne sont pas forcément utilisés en même temps. Ça dépend de ce que le téléphone doit faire fonctionner. Donc si c'est un gros jeu, forcément les 8 cœurs vont tourner à fond, mais si c'est une petite application genre Internet, eh bien vous n'aurez pas les 8 cœurs. Donc les 8 cœurs sont cadencés pour 4 à 2,3 GHz et 4 à 1,6 GHz. C'est pour ça que je vous parle de Big Little, c'est le terme que l'on utilise de façon régulière pour désigner des processeurs qui n'ont pas 8 cœurs, qui sont cadencés à la même vitesse et qui ont justement cette architecture de j'utilise 4 cœurs ou j'utilise les 8 cœurs, voilà, je me débrouille. Donc le téléphone fait ce genre de choses. En automatique, vous n'avez rien à faire. Vous avez aussi dans ce téléphone 4 Go de RAM. Alors oui, il y a des téléphones, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants, qui sont aujourd'hui dotés de 6 Go de RAM. Encore une fois de plus, est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. C'est sûr que plus on en a, plus on est content. Mais aujourd'hui, même en multitâche, même en ayant 2 fenêtres en même temps, même avec 4 Go de RAM, ça passe. Et je pense que même avec 2 ou 3, ça passerait encore. Donc finalement, on a aujourd'hui une débauche au niveau des constructeurs qui mettent des gros composants et beaucoup de RAM, mais finalement c'est plus des effets marketing que des effets d'usage, parce qu'à l'usage ça ne vous change, eh ben, ça ne vous change rien en fait. Le processeur de ce téléphone, j'allais dire, donc le processeur est un Mali T880 MP12, ça parle reconnaisseur, c'est un gros processeur graphique, c'est tout ce qu'il y a à retenir. La mémoire de stockage, alors ça c'est très intéressant, vous le savez, la mémoire de stockage, c'est là où on va donc installer les applications, là où on va installer les jeux. Bon, il y a bien une micro SD dans ce téléphone, enfin en tout cas il y a le slot, hein, je le rappelle, mais la mémoire de stockage interne de ce téléphone c'est 32 Go. Du moins, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, hein, c'est même clairement écrit sur la boîte. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, sur les 32 Go, après les toutes premières mises à jour, eh bien vous n'en avez plus que 22,3. Alors 22,3 parce qu'il y a le système d'exploitation, parce qu'il y a les surcouches, etc. etc. Bon, et bien c'est pas mal, 22,3 c'est quand même pas mal. Alors oui, on aimerait en avoir plus, comme toujours. Là pour le coup, je sais que, en tout cas moi à mon usage, ça me convient, c'est suffisant. Mais certains utilisateurs qui notamment installent des gros jeux 3D, et beaucoup de gros jeux 3D, il faut savoir qu'un gros jeu 3D, ne serait-ce qu'Asphalt 8 par exemple, quand vous avez téléchargé tous les éléments d'Asphalt 8, c'est 2 Go. Donc,
Bon, si vous êtes un gros consommateur notamment de jeux, un gros joueur de jeux sur mobile, il est possible que ça vous semble un peu limité à terme, mais vous avez pour les autres, en tout cas, suffisamment d'espace, c'est mon cas, et l'emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à ce que vous voulez finalement, parce que cette micro SD, elle n'a pas de limite. Elle a soi-disant une limite qui est celle de 256 Go, sachant qu'aujourd'hui, la plus grosse carte grand public micro SD, c'est 256 Go. Donc finalement, bon, il n'y a pas vraiment d'avantage. Alors petite parenthèse sur l'article de test notamment qui est publié sur le site de Top for Phone, vous retrouverez deux choses. Vous retrouverez le comparateur de prix, je le rappelle pour faire la bonne affaire, mais vous retrouverez un deuxième comparateur de prix qui a été mis en place au sein même de l'article pour faire une bonne affaire sur la carte micro SD, puisque maintenant il y a un comparateur de prix sur les micro SD. Donc il faut voir l'article de test, je le mettrai en lien probablement dans la description de la vidéo. Alors, il est temps de passer à la connectivité de ce téléphone. Alors pour illustrer mon propos, je vais juste vous montrer les capteurs. Bon, ça va illustrer mon propos d'ici quelques instants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone est ultra connecté, il a tout ce qu'il faut. Alors, on est sur un téléphone bien sûr qui est 2G, forcément, ça c'est incontournable. 3G, 3G+, pour être plus précis, il est HSPA+. Il est 4G LTE, la meilleure 4G catégorie 9, donc on est déjà sur des standards d'avant marché, on va dire. On est aussi sur toutes les fréquences qu'il faut pour la France, encore heureux, B3, B7, B20. Et on a même la future fréquence qui va être utilisée par les opérateurs français, qui est la B28. Donc on est déjà en avance aussi sur les nouveaux standards. En termes de Wi-Fi, on a du Wi-Fi ABG-NAC, ça parlera aux connaisseurs, mais sachez que donc en Wi-Fi, normalement aucun problème. Le Bluetooth 4.1, A2DP, LE, aptX, enfin bon, on a toute la blinde de normes. La norme GPS, donc pour se synchroniser avec les satellites, eh bien c'est une norme AGPS. Donc vous utilisez les satellites américains, GPS, vous utilisez aussi les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître la position, la précision de position. Vous avez aussi le réseau satellitaire GLONASS, donc russe, qui est utilisé, et le réseau BDS, le réseau satellitaire chinois, qui est également utilisé. Ce téléphone ne fait pas Galileo, le nouveau réseau satellitaire européen qui vient tout juste d'être mis en activité, et qui lui, pour le coup, n'est utilisé notamment que par le S8, et pas encore le S7. Le S7, à l'époque, n'était pas conçu pour le réseau européen, d'ailleurs, qui était encore une arlésienne encore à cette époque-là. Le micro USB, je vous le rappelle, c'est un USB 2.0 qui présente la particularité d'être OTG. Ce téléphone est aussi NFC, donc vous pouvez faire du paiement sans contact. En tout cas, il est prévu pour. Par contre, petite parenthèse sur deux notions de connectivité qui sont absentes de ce téléphone, et c'est assez étonnant d'ailleurs, mais pas grave en soi, la radio FM. Alors, je ne suis pas convaincu que beaucoup de monde écoute sa radio FM, notamment sur un téléphone, sachant que si vous voulez vraiment écouter de la musique, et notamment la radio, vous pouvez passer par Internet pour avoir de la radio. C'est peut-être moins confortable, ça va vous bouffer de la data, mais bon, voilà, au moins vous avez cette possibilité-là. Et il n'y a pas d'infrarouge, donc non, vous ne pourrez pas utiliser ce téléphone en tant que télécommande de votre téléviseur, mais encore une fois de plus, je ne suis pas certain que beaucoup de monde l'utilisait de cette manière-là. Côté connectivité, je vous en ai parlé, donc côté capteur. Alors ce téléphone a tous les capteurs qu'il faut, tous. Accéléromètre, capteur de luminosité, de proximité, boussole, etc., etc. Gyroscope, bien sûr, il est prévu pour la 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je le rappelle. Ce téléphone a été à une époque fourni en précommande, notamment avec le casque de réalité virtuelle de Samsung, qui valait quand même à l'époque près de 100 euros. Voilà, donc ça, c'est un téléphone qui est, vous l'avez compris, ultra connecté, tout, la totale, il y a tout. Bon, mis à part radio FM, infrarouge. Le DAS de ce téléphone, il est bon. C'est un téléphone qui fait figure de bon élève. Il est parmi d'ailleurs les meilleures références dans le marché. Il a un DAS, donc le débit d'absorption spécifique, c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en utilisation cellulaire ou en utilisation cellulaire GSM. Eh bien, ce téléphone a un excellent niveau de DAS, donc il émet pas trop d'ondes, donc ce qui est assez positif au niveau de votre tête, par exemple, quand vous le mettez à côté de votre oreille. Ça veut dire que ça ne va pas trop irradier. Irradier, on n'est pas sur du nucléaire non plus, rassurez-vous. Donc on est sur un DAS de 0,264 watts par kilo. C'est un excellent score. Ce téléphone est donc un très bon élève à ce niveau-là. Le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est un Android. La chose contraire aurait été étonnante, puisque Samsung ne fait plus de Windows Phone, de Windows Mobile. Quoique, il y a apparemment un S8 Windows Mobile qui devrait arriver. Bon, apparemment, peut-être. C'est une rumeur. En tout cas, pour le moment, ça reste une rumeur. Le téléphone est doté d'un système d'exploitation que l'on aime, donc qui est Android. Android dans sa version 7.0 Nougat, donc on est sur la dernière version à jour. D'ailleurs, il vient encore d'être mis à jour ce téléphone. Les possesseurs de S7 Edge, pas moi, puisque moi j'ai pas fait la mise à jour, auront le plaisir d'avoir notamment la 7.1. En tout cas, c'est programmé.
Et on est donc sur un téléphone qui est donc bien doté de la version Nougat d'Android, une version Nougat d'Android qui reçoit la nouvelle surcouche de Samsung, prévue notamment à l'occasion du lancement du S8. Donc comme quoi Samsung a aussi harmonisé la gamme précédente, la gamme 7, S7, S7 Edge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'on a un peu de peinture, on a moins gourmand, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le bon sens des choses qui se passent bien chez Samsung. Depuis 2015, Samsung revient en arrière sur la quantité d'applications qu'ils installent de base. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité d'installer des applications Samsung. C'est juste que de base, il y en a moins. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez installer. Et ça, c'est bien. Ça donne la liberté à l'utilisateur, vous, moi. C'est ce que je préfère. En tout cas, c'est ce qu'on préfère, je pense. Hein. Et ça limite la consommation de mémoire de stockage. Donc comme ça, c'est vous qui gérez votre mémoire de stockage. Et au niveau des applications qui sont installées de base par Samsung, eh bien, on a Galaxy Apps, qui est un magasin d'applications Samsung, mais pas que. On a Samsung Health, qui est l'application sportive, d'accompagnement sportif de Samsung. On a S-Voice, que je vous ai déjà présenté par le passé, qui est le Google Now de Samsung. Bon, ou le Siri de Samsung, si vous préférez, si vous connaissez plus iPhone. Donc on est sur un téléphone qui a un environnement applicatif qui a été allégé. Tant mieux. Maintenant, charge à vous, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de choisir ce que vous voulez installer. Vous avez la liberté. Petite parenthèse supplémentaire. Alors, finalement, qu'est-ce qu'apporte Grace UX? C'est son nom, Grace, grâce, UX. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette surcouche? Eh bien, elle apporte surtout de l'ergonomie, du confort de simplicité, d'utilisation. Et ça, c'est pas mal. Alors, notamment au niveau de l'affichage, on notera quelques petites options. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le choix de résolution. Vous avez aussi la possibilité de choisir le type d'icône. Vous avez aussi la possibilité de choisir le nombre d'icônes que vous voulez mettre par écran. Sur l'écran, vous pouvez même avoir 5 rangées d'icônes. Ça, c'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Always on Display, qui est cette fonction que vous êtes en train de voir. L'écran devient tout noir et vous avez le minimum d'informations qui sont affichées, à savoir notamment l'état de la batterie, l'heure, la date et les notifications sous forme d'icônes, de pictos. Voilà donc ce genre de choses qui est apporté par notamment Grace UX, c'est la notion, on va dire, de design, la notion d'ergonomie. Tout n'est pas révolutionnaire, tout n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues chez Samsung. C'est pas du nouveau, c'est pas de l'original, c'est de l'ergonomie. Donc c'est une notion complémentaire à votre usage, une notion de confort. Vous avez aussi d'autres options, hein, comme notamment le filtre anti-écran bleu, anti-bleu pour éviter la fatigue oculaire. Vous avez toutes ces petites choses. Vous avez un très bon mode économie d'énergie, hein, encore une fois de plus, qui est très bien optimisé par Samsung et qui est ajustable, paramétrable, personnalisable. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. On a une nouvelle application photo, oui. Alors sur laquelle je reviendrai bien sûr quand je vais parler du capteur photo. Mais la nouvelle application photo a été aussi revue. Elle a été revue. Vous avez les modes classiques de contrôle de photo. Vous avez du mode débrayable, etc. C'est très sympa. Bon, finalement, voilà. Donc, on est principalement, non pas sur de l'applicatif avec des nouvelles fonctionnalités de fou, mais on est principalement sur du design et de l'ergonomie et un retour en arrière en termes de gourmandise et d'effets spéciaux. C'est-à-dire qu'on arrête les effets spéciaux chez Samsung et ça, c'est bien. Alors, il y a quand même un truc que j'avais envie de vous montrer, c'est la notion de multi-fenêtre. Alors oui, je sais, c'est pas révolutionnaire, le multi-fenêtre, on a déjà vu ça, notamment, encore une fois de plus, chez Samsung, mais ça vous permet d'avoir ce genre de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, mettre une vidéo en haut et voir votre boîte email en bas, ou prendre une photo en haut et justement gérer votre boîte email en bas, enfin, etc. Bon, vous pouvez imaginer tout un tas de combinaisons possibles, mais c'est ce genre de mode, c'est-à-dire que vous allez splitter votre écran en deux, partie haute, partie basse, et gérer deux fenêtres en même temps. C'est bien ce que l'on appelle du multi-fenêtre. Alors au niveau de l'usage maintenant, c'est la 6e partie de cette vidéo, le 6e point, très classique chez Top 4 Phone, l'usage. Alors on ne va pas parler du fait que ce téléphone est capable notamment d'aller sur Internet, on va pas parler du fait qu'il est capable d'envoyer des SMS, des MMS, des emails, etc. Enfin tout ce qui est de base sur un téléphone. Il accroche très bien le réseau, il téléphone très bien, enfin bon. Le truc de base d'un téléphone. Donc il y a quand même 2 usages par contre sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous. Alors peut-être même 3. Alors 3, 1, c'est les jeux vidéo. Si je ne l'ai pas fait, je vais mettre une petite incrustation ici qui va vous permettre de comprendre, si ce n'est pas déjà fait, l'incrustation, que ce téléphone est vraiment bon en jeu 3D. Je mettrai probablement du Real Racing 3. Donc oui, ce téléphone est très à l'aise en jeu 3D, clairement. Et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez comme gros jeu, ça passe. Ça passe. Et ça passe en pleine résolution QHD, donc 2K. Donc ça, c'est une bonne note.
Donc on passe ça, on enlève ce point très rapidement puisque ce téléphone est très doué en jeu 3D. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce téléphone est également très à l'aise en capteur photo. Alors, le capteur photo frontal est un 5 mégapixels. Alors, le 5 mégapixels photo frontal prend des bonnes photos. Il n'est pas bluffant en termes de nombre de mégapixels, vous l'avez compris. 5 mégas aujourd'hui, alors qu'il y a des concurrents qui font 8, voire même 13, voire même plus. Ça a l'air peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément le nombre de mégapixels qui font la qualité, qui fait la qualité photo. Il vaut mieux avoir un 5 mégapixels ou un 8 mégapixels qu'un 13-20 qui ne prend pas des bonnes photos, par exemple. Là, on a un bon capteur photo frontal qui est bien géré aussi niveau logiciel, et ça, Samsung sait faire. Donc, on a des photos qui sont très propres, très clean. Des bons selfies. D'ailleurs, bon, là, encore une fois de plus, sachez que sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone, vous retrouverez des échantillons photos, les originaux, pleine résolution, ça vous permettra de vous faire votre idée. Vous aurez un très beau selfie de ma face, de mon visage. Dites-moi ce que vous en pensez. Hashtag beau visage Top 4 Phone. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut parler aussi du capteur photo dorsal. Le capteur photo dorsal. Alors, c'est un 12 mégapixels. Là, encore une fois de plus, ça peut sembler étonnant de n'avoir qu'un 12 mégapixels. Mais il y a une technologie maison chez Samsung qui s'appelle le Dual Pixel qui prend des très belles photos. Et c'est vrai. Le capteur photo de ce Sony, le S7 et le S7 Edge, Sony, vous voyez, j'allais dire Sony, mais pas du tout, Samsung. Pourquoi Sony? Parce que Sony est souvent cité comme une référence. Mais Samsung, ici, propose un capteur photo dorsal qui est vraiment très bon. Voilà. Et encore une fois de plus, vous retrouverez l'échantillon de test publié sur le site de Top 4 Phone. On a une très bonne gestion de l'autofocus qui est rapide et efficace, qui se positionne bien et qui ne papillonne pas. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas se placer n'importe où. Deuxième chose, on a aussi un capteur photo qui a un très bon autofocus, qui gère très bien la profondeur de champ et qui vous permet, lorsque vous faites par exemple des portraits, de bien détacher, de bien gérer la profondeur de champ avec cette fameuse notion d'effet bokeh entre le sujet principal, donc celui que vous allez prendre en photo, votre pote, votre copine, ce que vous voulez, et justement le sujet qui est derrière pour essayer de bien faire ressortir notamment en mode portrait. C'est un excellent capteur photo dorsal, il est stabilisé, il a tout ce qu'il faut, vraiment il y a une panoplie d'options, je ne vais pas toutes les citer. Et il y a deux autres notions sur lesquelles il faut vraiment revenir par contre quand on parle de capteur photo, c'est de l'enregistrement vidéo, parce que ce téléphone ne fait pas que des photos, il fait aussi de très très bonnes vidéos. D'ailleurs il y a des youtubeurs qui utilisent ce téléphone en tant que caméra, qui ne prennent pas des caméras mais qui prennent ce téléphone, le S7, S7 Edge en tant que caméra, et ça marche très bien. Ça marche très très bien parce que c'est des très bonnes vidéos qui sont prises. Il faut savoir que le capteur dorsal prend des vidéos en Ultra HD, donc du 3840 pixels par 2160 pixels. C'est plus que ce que n'affiche l'écran. Donc c'est une télé Ultra HD, c'est la limite de la 4K. Vous savez, on fait souvent cette confusion. Mais bon, on est sur de l'Ultra HD, donc j'arrondis, je simplifie en disant que c'est de la 4K. Bon, ça sera plus simple. Et sur le capteur photo frontal, on prend en 2K. Donc on prend en 2560 pixels par 1440 pixels, qui est la résolution maximale de cet écran. Donc on est sur un téléphone qui prend de très belles photos et qui prend de très belles vidéos. Là aussi, avec un capteur stabilisé et qui en plus, lorsqu'il est en mode vidéo, ne fait pas n'importe quoi au niveau de la stabilisation et notamment de l'autofocus. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un téléphone ou une caméra notamment qui fait toujours la mise au point lorsque vous prenez une vidéo. Ça donne une vidéo qui n'arrête pas de bouger, de papillonner, c'est insupportable. Ce téléphone ne fait pas ça, c'est une bonne note. Alors autre bonne note lorsque je parle de l'usage des téléphones, vous le savez, c'est la batterie. Alors l'autonomie du téléphone. On est sur un téléphone qui est capable d'accrocher les 2 jours en autonomie. Alors capable d'aller jusqu'à 2 jours, mais la problématique de ce téléphone, c'est que c'est un téléphone que l'on a envie d'utiliser. On n'achète pas un ultra haut de gamme pour le laisser dans une poche, et donc forcément quand on utilise son téléphone, eh bien, on consomme de la batterie. Je vous rappelle, on a un processeur qui est quand même un Big Little, vous le savez, les 8 cœurs, vous avez compris le truc. Et on est aussi sur un téléphone qui a un écran Super AMOLED, donc ce qui veut dire que quand c'est des noirs qui sont affichés, eh bien ils ne consomment pas d'énergie, ces fameux pixels éteints, parce que c'est des pixels éteints, les pixels noirs. Donc ça encore, c'est une bonne note. Donc on est sur un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme 12% de batterie. C'est bien, franchement c'est bien, c'est un bon score, c'est une bonne note, encore une fois de plus, qu'il faut mettre à ce téléphone sur l'aspect autonomie. Voilà. Donc on a parlé de l'usage et finalement il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors déjà premièrement je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et avant qu'on se quitte et avant que je ne fasse ma conclusion, je vous encourage tout simplement à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, mais aussi à commenter cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Bon ça c'est la bonne petite parenthèse que j'avais envie de faire. La deuxième chose que je vais faire forcément en conclusion, eh bien, c'est de vous dire un petit peu ce que je pense de ce téléphone
au global. Est-ce que c'est un bon téléphone? Je pense que vous l'avez compris, c'est un excellent téléphone. Alors déjà, c'est ce que j'avais dit quand il est sorti à 799 €, mais bon, c'était quand même un budget. Il est encore plus intéressant alors qu'il est à moins de 500 € maintenant. Donc oui, c'est clairement un téléphone que je recommande. C'est une bonne affaire, on peut dire. Bonne affaire, mais bonne affaire pour ceux qui ont du budget, hein. Encore une fois de plus, il est tombé en dessous de 500 €, mais c'est quand même 500 €, 450, il faut les sortir. Il faut les sortir de sa poche, hein. Voilà, donc c'est un petit montant, hein. On n'a pas tous 1000 € à mettre dans son téléphone. On n'a pas tous plus de 200 € à mettre dans ce téléphone. Et si vous êtes en train de regarder les vidéos de Top for Phone de manière régulière, vous le savez que je suis très très vigilant sur la notion de budget. Eh oui, parce qu'on n'a pas tous envie de mettre des milliers d'euros dans les téléphones. Bon, cette parenthèse étant faite, vous l'avez compris, donc oui, c'est un excellent mobile, et oui, c'est encore plus un bon mobile parce qu'il est moins cher. Et alors, bien sûr, il y a plein de bons points sur ce téléphone. Il y a plein de bons points. Il y a l'écran qui est superbe, les performances qui sont élevées, la connectivité qui est complète, la surcouche qui est bonne maintenant parce qu'elle n'est pas gourmande. Il y a de la connectivité, j'en ai parlé. Il y a des capteurs photo qui sont bons. Il y a de la batterie qui est bien parce que bonne autonomie, etc. Tout est bon. Franchement, tout est bon à un détail près. Contrairement au Samsung Galaxy S7 tout court, l'écran, vous l'avez compris, il est courbe. Et quand l'écran est courbe, eh bien, il y a certains utilisateurs, pour en avoir parlé déjà avec eux, qui peuvent se plaindre notamment lorsque l'on tape les SMS. Lorsque l'on tape les SMS, ça veut dire quoi? Est-ce que je pourrais vous le montrer? Est-ce que là, j'ai pas fait une petite bêtise? Je vais essayer. Allez, hop, on y va là. Voilà, on va rédiger. Hop, voilà. Vous le voyez, les lettres sont pour les quelques lettres qui sont sur les côtés, notamment A, P, M, Q, 1 et 0, elles sont sur le côté arrondi du téléphone. Et certains utilisateurs, alors il y a un coup à prendre, mais certains utilisateurs se plaignent justement de cet arrondi pour le coup, qui lorsque vous tapez un SMS, eh bien vous vous retrouvez avec les caractères qui sont sur les côtés, et ça peut fausser votre saisie. Donc il y a un coup à prendre, il y a clairement une habitude à prendre, mais certains utilisateurs n'arrivent pas à prendre cette habitude. C'est pour ça que finalement le S7 Edge n'est pas forcément l'alternative au top par rapport au S7. Il se peut qu'en comparaison de cet aspect d'écran court, finalement vous préfériez le S7 tout court, que j'ai déjà testé d'ailleurs, et dont j'ai fait un comparatif entre les deux mobiles. Hein. Pour info, tout ça c'est sur la chaîne et le site, hein, comme d'habitude. Mais voilà, donc ce téléphone, le S7 Edge, est un excellent téléphone, je le dis clairement, et oui, je vous le recommande, vous ne serez pas déçu si vous l'achetez, mais l'écran qui est légèrement courbe et qui est un plus pour l'image, hein, qui est un vrai effet cinéma, c'est vrai que c'est intéressant, c'est original, et puis c'est très doux au toucher, vous voyez, cet arrondi, ça finit très bien l'écran, c'est très luxueux comme design finalement. Eh bien, c'est aussi une contrepartie négative peut-être pour vous au niveau de la saisie. C'est à vous de voir. Ça, c'est une habitude, hein, vraiment. Tout le monde ne s'accorde pas à dire que c'est mauvais, tout le monde ne s'accorde pas à dire que c'est bon. Il y a vraiment une habitude à prendre et certains utilisateurs, comme je viens de vous le dire, eh bien, n'arrivent pas à prendre cette habitude. Donc c'est pour ça que le S7 tout court peut être la bonne alternative justement à ce téléphone, puisque je le rappelle, les deux sont strictement identiques en termes de composants. Il n'y a que la batterie et l'écran qui changent entre les deux, hein. C'est tout. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Je me répète encore une fois de plus, faites-moi plaisir, hein. Pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça. Vous savez où ça se trouve, c'est des boutons qui se trouvent là, à droite et en dessous de la vidéo, etc. La totale. Et moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour d'autres vidéos de tests, de présentation, d'interviews, de déballage, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Phone. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.